Dans cette dernière partie, nous allons essayer de comprendre pourquoi les fours à micro-ondes fonctionnent à 2,45 GHz. Pour cela, nous allons revenir sur l'absorption des ondes électromagnétiques, en particulier dans l'eau. Et nous répondrons notamment à la question suivante: est-ce que la fréquence utilisée par le four à micro-ondes est une fréquence de résonance de l'eau? Nous avons vu précédemment que le chauffage des aliments se faisait via l'absorption des micro-ondes par l'eau présente dans les aliments, cette absorption obéissant à la loi de Beer-Lambert appelée ici. Comme le coefficient d'absorption alpha qui apparaît dans cette loi dépend de la fréquence des ondes électromagnétiques considérées, on subodore que le choix de cette dernière va être crucial pour obtenir un chauffage optimal des aliments. En effet, si la fréquence est telle que le produit alpha L, où L est l'épaisseur d'aliment traversé par le micro-ondes, est très grand, alors le rayonnement électromagnétique incident sera absorbé au voisinage de la surface de l'aliment, comme on peut le voir sur la courbe représentant le rapport de l'intensité transmise par l'aliment sur l'intensité incidente. Il en résulte que l'aliment ne sera pas cuit à l'intérieur. Par contre, si la fréquence est telle que le produit alpha L est de l'ordre de 1, alors les micro-ondes vont pénétrer dans tout le volume de l'aliment, comme on peut le voir sur la courbe précédente, et la cuisson de l'aliment se fera non plus en surface comme précédemment, mais en volume. Dans le choix de la fréquence à laquelle le four à micro-ondes va opérer, il est donc très important de choisir une valeur de f telle que l'absorption ne sera pas importante, mais plutôt de l'ordre de l'inverse de l'épaisseur des aliments traversés. En pratique, les aliments ont une épaisseur comprise typiquement entre 1 et 10 cm, ce qui veut dire que le coefficient d'absorption est de l'ordre de 0,1 à 1 cm-1. Nous avons représenté ici l'évolution du coefficient d'absorption de l'eau, tel qu'il a été mesuré expérimentalement pour des ondes électromagnétiques, de longueur d'onde allant de l'ultraviolet jusqu'aux ondes radio. Comme on peut le voir, l'absorption de l'eau varie énormément, 10 ordres de grandeur sur cette plage spectrale. Si on reporte sur l'axe des ordonnées de cette courbe les valeurs idéales de alpha trouvées précédemment, à savoir 1 cm-1 et 0,1 cm-1, on trouve que le four à micro-ondes doit opérer à des longueurs d'onde comprises entre 9 et 30 cm, ce qui est bien le cas, puisque la longueur d'onde des ondes émises par le magnétron présent dans le four à micro-ondes est de 12,2 cm. La question qui se pose ensuite est la suivante. La fréquence du four à micro-ondes est-elle une fréquence de résonance de la molécule d'eau? Cette question est importante car on trouve souvent dans la littérature, comme explication du fait que la fréquence du four à micro-ondes est de 2,45 GHz, le fait que cette fréquence correspond à une résonance de l'eau. D'une manière générale, le phénomène de résonance correspond à un transfert maximal d'énergie entre un système excitateur et un système excité. Lorsqu'on s'intéresse à l'interaction entre un rayonnement électromagnétique et la matière, le rayonnement est l'excitateur, tandis que la matière tient le rôle du système excité. Ici, nous sommes intéressés par l'interaction entre un milieu diélectrique, l'eau, et une onde électromagnétique monochromatique, dont le champ va s'écrire E de t est égal à E0 fois cosinus oméga t. En pratique, l'amplitude du champ micro-ondes émis par le magnétron est peu élevée, de sorte que l'on peut considérer que la réponse de l'eau est linéaire. Nous allons revenir sur ce que cela veut dire dans quelques instants, mais tout d'abord, voyons comment on caractérise la réponse d'un milieu matériel à un champ électrique extérieur. Pour ce faire, on utilise le vecteur polarisation grand P. Afin d'introduire ce vecteur, considérons un volume mésoscopique d'étau d'un milieu constitué de molécules polaires de moment dipolaire P0 en l'absence de champ électrique extérieur. Dans ce cas, du fait de l'agitation thermique des molécules, les moments dipolaires sont orientés aléatoirement et le moment dipolaire total, dP, que l'on peut associer au volume mésoscopique, défini comme étant la somme de tous les moments dipolaires présents dans ce volume, est nul. Par contre, si un champ électrique est appliqué au milieu, celui-ci va contrecarrer l'agitation thermique en alignant les moments dipolaires des molécules présentes dans le volume d'étau. Il en résulte alors un moment dipolaire total non nul dans le volume d'étau. Le vecteur polarisation est alors défini comme étant le rapport du vecteur dP sur le volume d'étau. Il s'agit donc d'une densité volumique de moments dipolaires. Revenons maintenant au fait que la réponse du milieu est linéaire lorsque le champ électrique appliqué n'est pas trop intense. D'un point de vue mathématique, cela se traduit par le fait que le vecteur polarisation est proportionnel au champ électrique extérieur. Le coefficient de proportionnalité, noté qui, porte le nom de susceptibilité diélectrique. Il s'agit d'une caractéristique du milieu considéré qui varie en fonction de la fréquence du champ excitateur. D'autre part, comme le milieu ne répond pas forcément instantanément au champ extérieur, il apparaît un déphasage, phi, entre le vecteur polarisation et l'excitation qui traduit ce temps de réponse.
Si on développe le cosinus, on obtient l'expression suivante pour le vecteur polarisation, où l'on voit que la susceptibilité diélectrique a en fait deux composantes. Une associée à la réponse du milieu en phase avec l'excitation, que l'on note K', et l'autre associée à la réponse du milieu déphasée de π2 par rapport au champ électrique, notée K seconde. Si maintenant on fait le lien entre la réponse du milieu et ses propriétés optiques, c'est-à-dire le lien entre le vecteur polarisation et l'indice de réfraction complexe du milieu n tilde, qui est égal à l'indice de réfraction n plus i fois le coefficient d'extinction kappa, on voit que n au carré moins kappa au carré est égal à 1 plus K', et que 2n kappa est égal à K seconde. Quant au coefficient d'absorption alpha, qui apparaît dans la loi de Beer-Lambert, il vaut 2 fois oméga kappa divisé par la vitesse de la lumière dans le vide c. À première vue, d'après ces équations, l'absorption du milieu ne semble pas être reliée de manière simple aux deux composantes de la susceptibilité. Cependant, nous allons voir qu'elle ne dépend que de K seconde. Pour cela, effectuons un bilan de puissance électromagnétique moyenne absorbée dans le milieu lorsqu'il est irradié par une onde électromagnétique progressive. Pour ce faire, nous allons faire l'hypothèse simplificatrice que le milieu considéré est faiblement absorbant. Malgré cela, le résultat que nous allons obtenir sera encore valable même si le milieu n'est pas faiblement absorbant. Soit S la section du faisceau traversant le milieu. La puissance moyenne transmise, Pt, est alors égale au produit de l'intensité transmise par S. Ce qui donne, pour un milieu peu absorbant, que Pt est égal à la puissance moyenne incidente, P0 fois 1 moins alpha L. La puissance moyenne absorbée par le milieu, qui correspond à ce qui est perdu par le faisceau par rapport à la puissance moyenne incidente P0, vaut donc P0 fois alpha L, où P0 est proportionnel à l'indice de réfraction du milieu, N, la section du faisceau, et au carré de l'amplitude du champ électrique de l'onde électromagnétique incidente. En tenant compte des relations établies précédemment pour alpha et 2n kappa, on voit que l'on peut simplifier l'expression de la puissance moyenne absorbée, puisque Cn fois 2 kappa sur C est égal à 2n kappa, c'est-à-dire à K seconde. En outre, S fois L correspond au volume V du milieu traversé par l'onde. Au final, la puissance absorbée est directement proportionnelle à K seconde, qui caractérise la réponse du milieu, en quadrature avec le champ électrique incident. Pour déterminer K seconde pour l'eau, il faut connaître l'équation d'évolution du vecteur polarisation de ce milieu sous l'action d'un champ électrique. Cette équation, que nous admettrons, est donnée par la théorie de Debye qui sort du cadre de ce cours. Ici, K0 est la susceptibilité diélectrique du milieu lorsqu'il est soumis à un champ électrique statique. Elle dépend du moment dipolaire P0 de l'eau, de la température grand T, mais aussi de la densité n sur V du milieu. Quant à tau, il s'agit du temps de relaxation du vecteur polarisation lorsqu'on coupe le champ électrique. En effet, considérons un milieu soumis à l'action d'un champ électrique. Si, à l'instant t égale à 0, on coupe le champ, alors, du fait de l'agitation thermique, le vecteur polarisation va tendre vers 0, ce processus étant d'autant plus rapide que la température est élevée. D'après l'équation d'évolution, P décroît alors exponentiellement vers 0 avec une constante de temps qui est égale à tau. Ce temps de relaxation est extrêmement court puisque l'expérience montre qu'il vaut 8,27 picosecondes à 25 degrés Celsius et 18 picosecondes à 0 degrés Celsius. Si on résout l'équation d'évolution précédente pour un champ électrique sinusoïdal, on trouve, tout calcul fait, que K' et K seconde sont donnés par les expressions suivantes. On peut alors tracer K seconde qui reflète l'énergie électromagnétique absorbée par l'eau en fonction de la fréquence. Ce qui donne une courbe en cloche qui est maximale à la fréquence 1 sur 2 π. Ainsi, la fréquence pour laquelle l'absorption de l'eau dans l'ohmètre micro-ondes est maximale varie selon la valeur du temps de relaxation tau, c'est-à-dire selon la température de l'eau. En reportant la fréquence du four à micro-ondes, on voit qu'elle ne correspond pas à une fréquence de résonance de l'eau, contrairement à ce qui est parfois dit dans la littérature. En outre, ce résultat conforte notre analyse précédente, où nous avons établi qu'il ne fallait pas que l'eau absorbe trop à 2,45 GHz afin de chauffer efficacement les aliments. On note également que l'eau liquide absorbe plus l'énergie électromagnétique à 0 degrés Celsius qu'à 25 degrés Celsius. Pour finir cette étude du four à micro-ondes, Ulysse Delabre va maintenant vous expliquer ce qui se passe lorsqu'on introduit des objets métalliques dans un four à micro-ondes.